Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. On tient à vous souhaiter une merveilleuse année 2026. La santé surtout, c'est le plus important. C'est ça. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille, que vous n'avez pas trop abusé sur les denrées. Bon, quoique, je vais te dire que là, en ce moment, j'ai une panique. J'ai pas mal de messages de personnes qui m'écrivent, parce qu'on est début janvier, justement en me disant Céline, voilà, pendant les fêtes, j'ai pris du poids, donc je voudrais un coaching, etc. Donc je vous préviens à chaque fois, les amis, les coachings de janvier sont déjà réservés en septembre. Donc si vous voulez réserver votre prochaine session, c'est maintenant pour avril. Donc il y a toujours en moyenne 3 mois d'attente. Donc prenez des rendez-vous à l'avance si vous voulez avoir un coaching avec moi, avec nous, puisqu'on vous accompagne, on est deux dans l'accompagnement. Et voilà, vous pouvez maintenant prendre le rendez-vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un rendez-vous que vous prenez, c'est un rendez-vous téléphonique avec nous. Le but, c'est de discuter ensemble de votre cas, de votre projet, de ce que vous voulez faire, du poids que vous voulez perdre, etc. Et de voir si on est les bonnes personnes pour vous aider, si on a les clés aussi également pour vous aider. Voilà, cet appel téléphonique, c'est un appel découverte. Il est totalement gratuit, donc vous pouvez le prendre et vous ressortirez de toute façon de cet appel avec énormément de valeur ajoutée. Voilà. On est tatillon, mais on va dire que on peut pas prendre beaucoup de personnes. C'est ça le problème. Nous, on fait de la qualité, on fait pas de la quantité. On va pas se trimballer 40 ou 50 personnes par session. Bien au contraire, c'est 10 fois moins. Donc malheureusement, on peut pas prendre beaucoup de gens et il y a de l'attente. C'est pour ça que vous avez de l'attente. Donc je sais que il y a des gens qui aiment pas, qui se sentent pas bien à l'instant T, qui ont envie d'avoir un coaching là tout de suite maintenant. Mais quand on travaille de manière qualitative, on est obligé de fonctionner comme ça. Voilà. Chacun son truc, chacun sa méthode de travail. Bref, alors, vous l'avez forcément vu en cliquant sur la vidéo. On va parler aujourd'hui de la pyramide alimentaire, la toute nouvelle pyramide alimentaire de Trump et de RFK, euh, qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur la toile, hein. Je pense que vous avez dû voir passer plein de vidéos. On a fait un post sur Instagram dès que c'est sorti pour vous donner les grandes lignes et vous expliquer notre vision des choses, mais c'était quand même très minimaliste. Et là, on a décidé de faire un podcast pour vous expliquer tout ça, puis en même temps faire un podcast le premier de l'année. Je vais juste faire un petit disclaimer. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie, histoire que on parle pas politique? Bah oui, c'est important, hein, voilà. Parce que t'as vu sur le post qu'on avait fait sur Instagram, on a dû supprimer les commentaires et faire les modérateurs parce que il y a plein de Mongols qui sont venus et qui ont commencé à nous dire ouais, de toute façon, vous êtes des gauchistes, dès que Trump il fait quelque chose et que son administration ils font quelque chose, ça y est, il y a des connards comme vous pour venir critiquer. Et puis forcément, dans le poste, vu que nous, on est toujours on n'est pas manichéen et qu'on va chercher le bon et le pour et le contre dans chaque chose, et ben on était aussi un peu positif par rapport à ce qui s'était passé sur cette pyramide. Et on nous reprochait aussi dans les commentaires d'être pro-Trump. Alors vous voyez à quel point les gens sont idiots. Parce qu'il y en avait dans les commentaires qui se faisaient la guerre entre anti-Trump, pro-Trump, gauchiste, droitard. Donc bref, pour pas que ça se passe comme ça ici, avant de commencer, un point essentiel, on n'est pas là pour parler de politique, d'accord? On n'est ni pour dire où nous on se situe sur l'échiquier idéologique. La nutrition, c'est pas un bulletin de vote, c'est pas un marqueur politique, c'est pas un drapeau, c'est pas une identité. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est les faits, c'est les recommandations nutritionnelles et c'est ce que cette pyramide, elle change ou ne change pas concrètement dans l'assiette. Et si ça peut vous aider ou au contraire vous nuire. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse. De toute façon, nous, on va rester uniquement dans notre domaine de prédilection qui est la santé, la nutrition. On est nutritionniste, naturopathe, donc on va parler essentiellement de nutrition, de qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle pyramide, comment nous on voit les choses, sachant que on va pas dire que du négatif hein, ou que du positif dans ce qui s'est passé dans ce revirement de situation. On va essayer du mieux possible d'analyser les choses d'un point de vue
théorique et puis aussi sur le terrain de ce que moi je vis dans mon quotidien et de voir aussi si cette pyramide alimentaire, cette nouvelle pyramide alimentaire, elle est réellement applicable dans notre quotidien et dans notre assiette. Parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont de la concurrence entre les macronutriments que on nous conseille qui n'ont pas changé et cette pyramide qui a changé. Donc moi, quelque part, je me pose aussi la question de comment les gens vont appliquer ça dans leur quotidien. Soyons factuels. Voilà, on va Exact. déjà commencer par être factuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu tout un discours de Robert Kennedy. Certains l'ont vu, certains ont vu la traduction. Le discours était sympa, où justement il a expliqué que, en fait, à partir de maintenant, aux États-Unis, qu'il y avait beaucoup trop d'obésité, qu'il y avait trop de maladies métaboliques, que la plupart de ces maladies étaient causées par une hygiène de vie qui était pas adaptée à l'être humain. Bref, tout ce qu'on vous dit sur cette chaîne depuis des années, donc ça fait plaisir à entendre. Et en fait, il a mis en avant des aliments peu ou pas transformés. Il a énormément critiqué le sucre. Il a énormément critiqué l'agroalimentaire, donc les aliments hyper transformés et ultra transformés. Et en fait, il a fait une grosse remise en question finalement des recommandations institutionnelles, donc à savoir l'ancienne pyramide alimentaire. Voilà. En fait, il expliquait, il disait, bon, bah, un de ses arguments, c'était très simple, c'était, bon, bah, vous voyez qu'il y a eu cette pyramide alimentaire pendant des années, vous voyez où on en est aujourd'hui dans notre pays, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, donc il faut aller régler le problème à la source. Voilà. Donc, moi, ce que je te propose, ma chérie, c'est que tu nous expliques, que tu nous donnes ton analyse de cette fameuse pyramide, voir les changements majeurs. Alors, on va analyser cette nouvelle pyramide alimentaire qu'on a eue. Voilà. Je vous mets d'ailleurs que vous ayez aussi la même chose que moi sous les yeux. Comme ça, vous allez regarder cette pyramide alimentaire. Moi, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est un peu brouillon. Il y a un peu de tout dans cette pyramide alimentaire. Et le seul truc qui revient, c'est en gros, on met tout en bas les produits céréaliers. On les boycotte en fait. Voilà. En gros, avant où il y avait les trucs sucrés et transformés et machin, aujourd'hui on met les produits céréaliers, les féculents à distance en fait. Et en haut, on va mettre beaucoup plus de protéines, protéines animales et de matières grasses. Après, on insiste énormément sur les fruits et les légumes. Bon, ça, de toute façon, c'était déjà le cas. On va mettre l'accent beaucoup plus, en effet, sur la qualité des aliments avec cette pyramide et un peu moins sur les calories ou sur les portions comme on pouvait avoir avant, une portion, deux portions, trois portions. En gros, là, c'est un peu un melting pot. On a tout ça à mettre dans notre assiette et débrouillez-vous, quoi. Ok, donc on va donner un peu notre avis sur cette pyramide. Donc, sur le fond, franchement, c'est quand même magnifique. Mettre la qualité, justement, ce que je viens d'expliquer, au centre du débat, c'est quand même ce qu'on attend depuis quelques années, tu vois. Ouais, mais moi, dans l'autre pyramide, ils mettaient pas des pépitos. Enfin, je veux dire, à aucun moment dans une pyramide, ils nous ont mis des produits industriels, hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Je suis désolée. Mais moi, quand je regarde l'autre pyramide, il n'y a pas de Mars, il n'y a pas de Twix, il n'y a pas de Kinder Bueno, il n'y a pas de Pépito. Tu Ouais, vois, il n'y a pas ouais. de céréales ultra transformées, il n'y a pas les céréales du petit déjeuner, et il n'y a pas les pizzas. Il n'y a pas ça dans la pyramide alimentaire. Donc là, au niveau révolution, entre guillemets, pour moi, elle n'y est pas, cette révolution. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un coup médiatique et politique pour dire à partir de maintenant, on veut que les gens mangent bien, tu vois. Ouais, mais au final, à part avoir inversé la pyramide, l'avoir mis dans l'autre sens, et puis insister peut-être plus sur le fait qu'on arrête de manger des produits transformés, au final, le contenu de la pyramide est le même. Mm, mm. Oui, oui, c'est vrai que elle a juste été renversée. Oui, après, ils ont peut-être enlevé, tu sais, en haut, tout en haut, il y avait marqué quand même à limiter les bonbons, les trucs sucrés, etc. Mais Ouais, et voilà, ça, ils l'ont enlevé. au final, si les gens y gardaient leurs petits bonbons une fois de temps en temps, leurs petits trucs sucrés, voilà, mais et que c'était pas leur mode de vie, pourquoi pas, tu vois? Moi, je suis pas contre le fait de manger une fois par semaine un petit truc sucré ou machin, du temps que c'est pas, on va dire, ce que tu mets dans ton assiette.
4 fois par jour, 7 jours sur 7, on est d'accord que c'est pas un Mars ou un Twix une fois dans la semaine qui va faire une grosse différence. Donc pour moi, si tu veux, tant que ça restait occasionnel, le problème c'est que les gens n'ont jamais suivi la pyramide alimentaire au final quand on regarde, et ils mangeaient des produits transformés quasiment tous les jours. Ouais, après, moi, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même positif le fait qu'il y ait une médiatisation comme ça et que les aliments industriels, que ça vienne d'un gouvernement, soient autant pointés du doigt. Après, je sais pas, peut-être qu'il y aura rien derrière ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais je trouve quand même ça cool qu'il y ait eu cette réflexion et qu'il y ait eu cette mise en garde. Mettre la qualité alimentaire au centre du débat, pour moi, c'est indispensable et ça fait quand même plaisir à entendre. Donc, je trouve que ça, c'est positif. Pareil, le fait qu'ils diabolisent le sucre ajouté, l'ultra-transformation, je trouve ça génial. Donc, pour ça, dans notre avis général, il faut quand même arrêter de toujours critiquer tout ce qui sort. Là, c'est quand même bien. Enfin, je sais pas, c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait, quoi. Ah oui, oui, non, mais je dis pas que c'est pas bien. Bien sûr que c'est très bien de dire aux gens arrêtez de manger les produits transformés, mais en même temps, on le dit depuis des lustres. Nous, dans nos pubs en France, on a quand même évité de manger gras, salé, sucré. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a quand même des alertes au quotidien. Et tu vas pas me dire que les gens ne sont pas au courant que les produits gras, salés, sucrés et industriels, c'est mauvais pour la santé, quoi. Ouais. Après, il faut pas oublier aussi que les recommandations américaines, elles vont faire le tour du monde. Tu vois, là, ce qui vient de se passer, l'influence qu'il y a eu là, va influencer le monde entier, comme c'était le cas par le passé. Ouais, ben moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que comment vont faire, par exemple, certaines zones, je pense notamment au Mexique. J'ai vu beaucoup de reportages, en fait, au Mexique. Il y a beaucoup de personnes en obésité, etc. Et il y a certaines zones où, en fait, ils n'ont aucun accès à des produits bruts et non transformés. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, ou alors s'il y en a, ça coûte une fortune. Et en fait, ils ont quasiment que des fast-food. Tous les restaurants qu'ils ont, c'est que des chaînes de fast-food, de McDo, de KFC, de trucs comme ça. Et même quand ils vont faire leurs courses, ils trouvent très rarement des produits bruts et non transformés. Même la viande, elle est ultra transformée, etc. Et toutes les huiles, c'est des huiles dégueulasses. Bref, dans ces zones-là, même s'ils ont cette pyramide alimentaire, ils n'ont pas accès en fait à cette nourriture-là. Moi, ce que je me demande, c'est comment ces gens-là vont faire. Mais de toute façon, là, c'est exactement ce que les critiques qui y avait aux États-Unis. Il a fait ce discours et la plupart des gens disaient en commentaire, ouais, c'est super, bravo, génial. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Ah oui, c'est ça. Et aux États-Unis, c'est un peu comme au Mexique, dans certains endroits, Ah ouais. c'est un désert pour les aliments sains. Tu peux même pas manger dans certains ghettos, dans certains quartiers. Tu peux même pas te fournir. On se rend pas compte. Nous, on est en France et c'est magnifique. Tu vas au supermarché, il y a plein de trucs sains, et même dans un supermarché en France. Mais le vrai problème, c'est pour ces pays-là, c'est l'approvisionnement. C'est ça, Donc, c'est dire politiquement, oui, la pyramide, elle a changé, c'est un peu de la branlette pour intellectuels. Oui, et puis le coût, en fait, on se rend pas compte. Mais dans ces zones-là, tout ce qui est industriel, ça coûte pas très cher. Même l'eau coûte plus cher que le coca. Donc les gens achètent du coca au lieu de l'eau, tu vois. Et on se rend pas compte. Mais ces gens-là, peut-être il y en a certains qui aimeraient manger sainement, mais qui peuvent pas parce que ça coûte une fortune. Moi, je vous dis, hein, je suis tombée sur des reportages, un mec qui est sur YouTube, qui était exceptionnel, qui est parti dans cet endroit, je sais plus le nom de la ville. Il est parti là-bas et il a essayé de manger sainement et il n'y arrivait pas en fait. C'était pas possible. Et au final, après, il a fait des tests, il a mangé comme les gens mangent là-bas. Et en fait, il a fait le calcul des calories que les personnes consommaient dans leur quotidien. C'était quelque chose d'aberrant. Ils mangeaient genre des 6 7 000 calories en une journée d'aliments transformés. Le matin au petit-déj, c'était un espèce de café allongé, mais dedans, t'avais genre 6 boules de glace, t'avais des Oreos, des trucs comme ça. Et en fait, les gens, ils boivent ça comme un café, tu vois. Mais rien que dans le café, il y a 1000 cales.
Et en fait, ils se rendent pas compte. Et tous ces gens-là sont obèses. En plus, ils ont aucun endroit où ils peuvent marcher, où ils peuvent faire du sport. Il n'y a pas de salle de sport. Il fait chaud. Il n'y a pas de trottoir pour marcher. Enfin, il disait, mais ces gens-là, finalement, ils naissent là-dedans et ils deviennent obèses malgré eux parce que c'est pas qu'ils peuvent pas faire autrement, mais tout est fait pour qu'ils deviennent obèses, en fait. C'est pas Mérida, la ville, au Ouais, je Mexique, crois que Mérida. c'est un truc comme ça. Ouais, ouais. Il y a Mexico et Mérida où il y a le plus d'obésité dans le monde. Mais ce reportage, il était vraiment hallucinant. T'avais que des blocs de béton partout, t'avais que des fast-food les uns à côté des autres. Les supermarchés, ils filmaient à l'intérieur, ils montraient, il y a des fruits coupés et tout, mais ça coûte une fortune en fait. Tu vois, mais il y en a pas beaucoup. Et les gens, ils achètent pas ça, en Ouais, fait. mais si on reste sur... donc là, on est déjà sur une critique. Donc on vous a donné notre avis. On essaye de ne pas être manichéen. Donc déjà, on trouve que c'est super qu'il y ait une démocratisation du manger sain, même si c'est déjà le cas. Et je pense, comme Céline l'a très bien dit, que tout le monde le savait déjà, mais que personne ne le faisait. Donc, première chose, où trouver cette bouffe? Sur le papier, c'est bien, merci avec votre pyramide, mais globalement, on fait quoi? Donc, le vrai changement politique, plutôt que de faire une pyramide, ça aurait été quoi, selon toi? Pour moi, c'est de supprimer les produits industriels, enfin, ou alors de les limiter, tu vois. Peut-être d'en avoir beaucoup moins. Je pense que si dans un supermarché, on diminue rien que de 50% les produits industriels, tu t'imagines? Nous, combien de rayons dans un supermarché, on va pas dans ces rayons-là. Ouais. Nous, au final, où est-ce qu'on va? Au rayon surgelé pour prendre du poisson surgelé, des fruits et des légumes surgelés, des trucs comme ça, au rayon fruits et légumes frais et au rayon viande et au rayon féculents. Et on va dire que trois quarts du supermarché n'a même pas lieu d'avoir ces produits-là, en fait. Bah, en fait, déjà, rien que le nom supermarché, il est cool, moi, je trouve. C'est un grand marché. T'as le petit marché du village, t'as le marché dans les halles municipales, et puis t'as le supermarché, qui est un grand magasin, en fait. Mhm. Un grand marché, pardon. Euh, pour- Aujourd'hui, ça s'appelle même, c'est même plus un supermarché, c'est le lieu de distribution de poison. Tu vois, c'est, euh, c'est- ils vendent de l'alcool, tu vois, c'est pas un lieu. Des boissons sucrées, des produits Ouais, ouais. transformés, des bonbons. Et puis, c'est un lieu de plaisir, finalement. Tu vois, que Mm. c'est là où c'est presque un coffee shop, le truc. Donc, le nom devrait rester fidèle à ce qu'il est, et on devrait juste avoir un grand marché couvert, chauffé, pour que les gens puissent venir s'y promener et faire leurs courses sans Avoir subir les un intempéries. marché, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Un grand Ap- marché. ap- Après, au final, moi je parle de nous en France, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on se rend pas compte, mais nous en France, on a accès à tout ça, et c'est ça facile pour nous. Et c'est simple, tu vois, des fois on se dit, mais oh, attends, pourtant c'est facile de manger sainement. Ouais, c'est facile de manger sainement parce que c'est dans notre culture, et parce que on a toujours eu des bons produits, etc. D'ailleurs, la France est réputée pour sa gastronomie, et aujourd'hui, ce qui se passe avec les agriculteurs, on le voit bien, on essaye de garder notre patrimoine de conserver en fait cette gastronomie qui est vraiment un point phare en fait chez nous en France. Euh, donc c'est vrai que la première chose qu'on devrait faire au final, c'est d'aller aux petits commerçants, d'aller direct aux producteurs. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Le samedi et le dimanche, je vais direct aux producteurs. J'essaye d'acheter euh, avec le moins d'intervenants possible. Parce que quand tu vas dans un supermarché, tu payes le supermarché, la caissière, le ci, le là. Donc forcément, à combien a été vendue la marchandise, a été achetée la marchandise, pardon, aux paysans, bah forcément, il y a toute une marge énorme qui a été faite par le supermarché. Donc si déjà on peut donner notre argent à ces paysans, à ces agriculteurs pour les soutenir, plutôt que de les faire passer par des grandes surfaces, ça serait quand même génial. Si tous à notre niveau, on essayait de faire un effort
et d'aller au marché, d'aller voir le petit maraîcher, de prendre peut-être des paniers, des choses comme ça, des paniers bio, etc. Si vous avez la chance d'avoir des fermes, pareil, de prendre votre fromage dans une ferme, de prendre votre viande dans une ferme, pour pas qu'il y ait d'intermédiaire, en fait, au minimum. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la guéguerre qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à ça aussi, hein. Il y a trop d'intervenants. Et sur le marché, vous allez jamais trouver des produits qui vont venir du Brésil et de je sais pas où. Forcément, on va essayer de rester sur des produits français de manière générale. Je pense que déjà, prendre en main notre santé, c'est aussi s'apercevoir que on donne peut-être pas notre argent à la bonne personne, tu vois. Là où c'est de la fumisterie pour moi et que c'est que de la politique, je veux dire, tu as vraiment envie que les gens ils soient en bonne santé. Pour moi, il y a deux solutions. Et c'est pour ça aussi qu'on a dit au début qu'on ne parlerait pas politique, parce que nous, que ce soit en termes d'économie, en termes de santé, en termes de travail ou peu importe, je veux dire, n'importe quelle personne saine d'esprit sait ce qu'il faudrait changer pour voir des vraies modifications. Sauf qu'aujourd'hui, tout est devenu politiquement incorrect et il y a trop d'intérêts financiers, donc on ne fait pas les choses. Les vraies choses à faire, on parle de santé et de nutrition, c'est simple, c'est vous mettez une taxe de 3, 4, 500% sur le coca et tous les produits ultra transformés. Et avec cette taxe, par exemple, on va soutenir les agriculteurs. Voilà. Donc les gens qui ont vraiment envie de continuer à s'empoisonner et à manger de la merde, bah, Leur ils le problème. font. C'est comme avec les cigarettes. Voilà, comme ça, ils vont pas râler, ils vont pas dire ouais, vous nous enlevez notre plaisir. Non, on vous laisse votre plaisir, mais par contre, c'est super cher. Et c'est super cher pourquoi? Parce que ces produits vont vous rendre malade. Et si vous êtes malade, eh ben, c'est les Français qui cotisent avec la Sécu pour vous soigner. Et ça, c'est une aberration. C'est une responsabilité collective de prendre soin de sa santé en France à cause de la sécurité sociale. Donc, je trouve ça tout à fait normal et légitime de faire casquer sévère les gens qui ont envie de manger mal. Exactement pareil pour l'alcool. L'alcool, c'est un fléau entre le cancer et les dégâts que ça cause sur l'urbanisme, les gens bourrés, etc. Et les violences. Donc, je sais pas, moi, une bouteille de whisky, ça doit être 20 euros. Pour moi, une bouteille de whisky devrait Attends. coûter 100 euros. 100 euros. Ouais, Ça moi, devrait être, moi, je pense 10 fois plus. ouais, ça devrait être un produit de luxe. Oui, tu devrais t'autoriser ça une fois de temps en temps pour Voilà. fêter le truc ou machin, mais ça doit pas être des trucs que les gens puissent s'acheter dans leur quotidien, en fait. Exactement. En plus, ça abrutit Ouais. littéralement la population et ça rend les gens inaptes, incapables de réfléchir, de faire des trucs constructifs, d'entreprendre, de travailler correctement. Enfin, voilà quoi. Et au Euh, le- contraire, les fruits et les légumes, ça devrait être hyper accessible. et ben, c'est ce que je te Ça dis. devrait En être fait, il devrait y accessible. avoir cette taxe qui permet de contrebalancer la culture des fruits et des légumes, payer les agriculteurs pour que justement ils puissent nous vendre des produits pas chers. Donc ça, c'est une première, voilà, pour moi, un politique qui voudrait vraiment notre bien ferait ça au lieu de faire une pyramide. Ou bien il interdirait complètement les produits hyper transformés, industrialisés, etc. Et Ah, tout. mais là, pour de bon, on aurait une vraie révolution. Mais c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est Les que les gens, gens ils sont iraient tellement vraiment dans la addicts. rue, là. Il pèterait un câble. Mais en fait, je veux dire, le seul moyen d'empêcher les maladies métaboliques, d'empêcher l'obésité, etc., bah, c'est de revenir à comment on mangeait avant. Et comment on mangeait avant, comment on mangeait il y a 100 ans, bah, il n'y avait pas tout ça. Mais tu C'est tout. t'imagines qu'aujourd'hui, les gens, ils vont dans la rue, ils se font gazer, etc., parce qu'ils veulent garder la bonne nourriture et le Ouais, patrimoine gastronomique. C'est dingue le tournant dans lequel on est. Tu vois, en fait, ça devrait être pour des produits ultra transformés que ça devrait se passer, ça. ouais. Tu vois, pas pour... Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Au contraire, les industriels, ils devraient être payés que dalle. Et les agriculteurs et ceux qui nous nourrissent vraiment, ils Il devraient devrait être rouler riche. sur l'or. Mais bien sûr. Ces gens-là, tu vois, ils devraient... Ouais. Regarde, ils sont tous à la rue. Ils gagnent 500 balles, 1000 balles pour certains. Ils arrivent même pas à finir les fins de mois. Il y en a plein qui se suicident et tout. Mais c'est un scandale, en fait, là où on en est arrivé dans notre pays. Mais réveillez-vous, quoi. Enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais de toute façon, on l'a déjà dit dans d'autres causeries, on est dans une dystopie, on marche sur la tête, c'est idiocratie, bonjour, donc voilà. Ok, donc voilà, notre vision politique, ce serait ça, mais forcément, les solutions qui marchent, on ne veut pas les mettre en place
en termes de santé, mais c'est pareil dans n'importe quel autre domaine, hein. Il y a une dette faramineuse. Comment la rembourser, ce serait extrêmement facile. Bah, déjà en commençant par arrêter de dilapider l'argent public et en virant tous les, On a les dit qu'on gens. parlait pas politique. Bref, allez, t'as raison. Je ferme la parenthèse. Non, parce Mais que sinon, là, justement, on va virer complotiste. on va rebondir sur la politique quand même, parce que, mine de rien, dans ce qu'on critique par rapport à cette pyramide, il y a une influence politique. Il y a une influence politique de RFK, finalement, tu vois, qui lui est quand même assez branché, et ça, on le voit depuis un bout de temps. Carnivore. Carnivore, voilà, Robert Kennedy Jr., il fait des tractions, il mange keto carni, il mange des grosses entrecôtes, etc., etc. Donc, il baigne dans l'écosystème keto carni, il se met avec les figures très médiatiques de ce mouvement, et peut-être, je sais pas, ça n'a pas été révélé, il n'y a pas de preuves, etc., qu'il a des conflits d'intérêts avec des lobbies de la viande, avec des grands Et d'ailleurs, producteurs tu de trouves pas viande. ça bizarre que ça arrive en même temps que le Mercosur? J'ai pas suffisamment de data, d'infos pour cross-croiser tout ça, pour Bah, savoir si c'est pourquoi vraiment. on nous fait maintenant venir de la viande de partout? Maintenant, les États-Unis sont en train de racheter une grande partie de nos terrains en France Ouais, pour racheter des bovins, etc. Tu vois, il y a un truc qui se passe aussi. Alors peut-être que nous, on n'est pas vraiment au courant comme d'habitude, hein. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe réellement en dessous, les enjeux. Mais entre ça, le Mercosur, machin, que maintenant on va bouffer de la viande de je sais pas quel pays où ils ont des autorisations de mettre des produits que nous on n'a pas. Donc là, il va falloir, je pense aussi, faire très attention à notre consommation de viande et à l'origine de la viande, quoi. ouais, ouais. Oui, de toute façon, tu vois, t'as des rapports qui sont des liens comme ça que tu peux faire. C'est toujours pareil, c'est des suspicions. On n'a pas suffisamment de données et de data, et celles qu'on veut bien nous donner, est-ce qu'elles sont véritablement vraies ou est-ce qu'elles sont influencées? Donc c'est toujours pareil aujourd'hui avec l'information à notre niveau, on ne peut faire que des suppositions, et voilà, hein, c'est un peu complexe. Bref, moi, il y a quelque chose qui me dérange par rapport à ce personnage. C'est bizarre que lui débarque en tant que représentant du ministère de la Santé, et il débarque et bon, il impose son idéologie, tu vois. C'est Ouais. quand même, je trouve ça un petit peu touchy. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, il y a quelque chose que on observe. C'est vraiment le clivage idéologique aujourd'hui qui se fait de plus en plus, et je trouve aux États-Unis encore plus, c'est cette association alimentaire et politique. C'est-à-dire que le mec qui mange de la viande, c'est un droitard, tu vois, c'est le mec, limite, c'est un fasciste, parce qu'il s'en fout. Vegan, Ouais, tu vois, le mec qui mange de la viande, donc il s'en fout de l'environnement, il est climato-sceptique, tu vois, il y a tout le package du libertarien. Et à côté, tu as le vegan, mangeur de céréales, le gauchiste, qui est pour une forme d'égalitarisme et que écologique, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est ça en fait. L'assiette, c'est plus devenu une source de bah, peut-être de ce qui peut me faire du bien, ce qui peut me permettre d'être en bonne santé ou me faire plaisir, ou peut-être ce que j'aime, mais c'est un étendard politique. Je mange de la viande parce que je suis de droite, je mange vegan parce que je suis de gauche, tu vois. Moi, je trouve ça quand même un peu limite limite, hein. ah bah, ça c'est sûr, hein. Bon, il y a peu de personnes qui se posent ce genre de questions, hein. La réelle question, c'est est-ce que les gens finalement suivent les recommandations? Oui, oui, non, mais c'est juste que je souligne quand même que cette pyramide-là, elle va alimenter ce clivage-là. Tu vois, le progressiste qui, lui, va rester sur son assiette un peu tout végétal, céréales, etc. Et puis le droitard, le libertarien, va rester, ah oui, je veux manger de la viande, tu vois. Je trouve que c'est complètement idiot. Après, autre point qui, toi, t'as fait un peu, c'est ce qui t'a fait le plus monter au plafond, c'est le côté des féculents qui sont mis au placard. Bah oui. Moi, c'est le point le plus discutable, en fait. J'ai pas compris. Bah, en fait, si tu veux, là où j'ai pas compris, et il faut m'expliquer parce que là, j'ai toujours pas compris, même si moi, j'essaye de faire mes calculs sur mon petit papier, il faut m'expliquer comment.
on arrive à mettre les féculents au placard et à dire que le pourcentage de glucides qu'on va consommer dans son quotidien est toujours le même. Parce que manger autant de glucides sans féculents, ça va demander une quantité astronomique de fruits et de légumes, hein. Et sur le papier, moi, j'y arrive pas, hein. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que les macros, ils n'ont pas bougé. Alors, les macros, ils n'ont pas bougé. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt? Tu vois, est-ce qu'ils ont juste balancé la pyramide et ils se sont dit on s'attaquera aux macros plus tard? Est-ce qu'ils les ont pas touchés parce que finalement, c'est mettre un trop gros coup de pied dans la fourmilière et les bases scientifiques? Tu vois, les bases scientifiques qui quand même insistent sur sur le fait que les glucides restent le substrat énergétique favori de notre organisme. Tu vois, parce qu'ils ont quand même, RFA, il a quand même mis en avant que dorénavant, la pyramide était vraiment basée sur la science et pas sur des recherches farfelues, tu vois, en gros. En gros, il explique que les recommandations officielles, c'est des trucs farfelus qu'il faut pas écouter. Si on suit la science dans ces cas-là, euh, je veux dire, si on comprend comment fonctionne le corps humain, on sait que la source préférentielle du fonctionnement du corps humain, c'est les glucides. Ah, mais il y a plein d'études scientifiques qui vont pas dans ce sens-là aujourd'hui. Après, oui, est-ce qu'elles sont sérieuses, pas sérieuses? Tu peux tout interpréter. On voit les limites, justement. Non, mais là, c'est des études scientifiques où on va mettre une quantité de personnes qui vont faire un régime alimentaire et on va regarder comment ça se passe. Mhm. C'est ça, leurs études scientifiques. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Mais le fonctionnement d'une cellule et dans le corps humain, ça n'a jamais changé. Ah bah non. Bah, donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Ah, mais si tu veux, Et- c'est des arguments fallacieux. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, en fait. Non, mais Aujourd'hui, parce que n'importe qui peut dire la science dit que, et tout le monde oui, va le mais croire, en fait. leurs études qu'ils vont faire sur un échantillon de personnes, sur un certain laps de temps, bon après il y a plein de choses qu'il faut regarder sur des études scientifiques, hein, voilà, hein. Combien de temps a duré l'étude? Est-ce que les gens ils étaient dans des chambres spécialisées où ils étaient étudiés avec les aliments qui sont pesés, etc. Parce que regarde une fois chez toi, si on te dit bon bah pour une expérience scientifique vous allez faire ça. Il y a plein de gens, regarde, moi, les gens que j'ai en coaching, quand je leur dis, je leur donne un plan alimentaire, ils ont du mal à le tenir, je suis obligée d'être derrière eux tout le temps, etc. Donc, donner un truc comme ça à une personne qui sait peut-être pas comment on pèse des aliments, c'est chaud quand même de faire confiance à un échantillon On l'a de déjà dit, je sais personnes. pas combien de fois, à quel point les études scientifiques en nutrition n'étaient pas fiables. Mais même si tu veux, rien que de prendre, de dire, OK, euh, on va arrêter de donner des aliments ultra transformés à un individu et on va lui donner la pyramide alimentaire de RFK avec 40% de lipides, 40% de glucides, 20% de protéines que des aliments sains et la personne va beaucoup mieux. Donc oui, on a raison, la science est de notre côté. Bah ouais, c'est tout à fait logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle a arrêté de manger des produits transformés. Ben Elle aurait oui, pu non, mais c'est faire quel ça. régime, elle se serait sentie déjà mieux, tu vois. Mais exactement. Donc, si tu veux, l'argument de c'est scientifique versus ça l'est pas, aujourd'hui, c'est tellement multifactoriel que c'est complètement discutable. Donc, tu peux pas dire la cellule fonctionne toujours au glucides. Ils vont dire oui. Euh, En même temps, on conseille pas d'être en keto. Tu vois? Ils conseillent pas du keto. Ils vont juste te dire bah, on a mis les féculents au placard. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est de manger toujours cette même quantité de glucides en ayant mis les féculents au placard. Donc, Exactement. c'est-à-dire que sans vraiment le dire, ils te disent d'être kétocarnie, en fait. Ouais. Parce que les gens, au final, ils n'arriveront jamais à manger la quantité de glucides nécessaire sous forme de fruits et de légumes. Ils vont se transformer en ruminants. Enfin, ils vont avoir un ventre complètement explosé à manger toutes ces fibres. Bah, surtout l'Américain moyen qui débarque avec euh, qui en mangeait très peu, avec son microbiote.
Les gens qui mangeaient des produits transformés, du jour au lendemain, tu leur dis de manger des fibres, ça va très mal se passer, hein. Tout autant. Et puis même, tu vois, le fait que les féculents ils soient relégués comme ça au second plan, je trouve que c'est tout mettre dans le même panier. Tu as les céréales ultra raffinées, céréales blanches, les farines, ce que tu retrouves dans les biscuits, versus les céréales comme les flocons d'avoine, des céréales complètes, des bons féculents que, que- qui n'ont représentent aucun problème et qui sont consommés depuis des siècles par nos contemporains, mais aussi par les sportifs en ont besoin, les gens actifs en ont besoin, tu vois. Ça me paraît complètement fou de les enlever ou de les ostraciser. Bah, alors, tu sais quoi? Regarde, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre les recommandations pour une femme de 60 kilos qui doit manger 2200 calories et qui a une activité normale, qui n'est pas non plus une ultra sportive, etc. On va dire que c'est des calories à peu près normales pour une femme de 60 kilos. On est d'accord? Ouais. Bon, 2200 calories, cette femme de 60 kilos, elle doit donc manger selon les répartitions qu'ils nous sont proposées. Donc ces répartitions, moi j'ai fait un entre-deux, hein, d'accord? Parce que les recommandations des macronutriments vont être au niveau des glucides entre 40 et 55. Moi je me suis mis à 45. Allez. Les protéines, ça va être entre 15 et 25. Allez, je me suis mis à 25. Et les lipides, ça va être entre 30 et 40. Et je me suis mis à 30. Donc ça veut dire que pour une femme, pour une journée, voilà, où elle va juste s'occuper de ses enfants, faire sa cuisine, marcher un petit peu, etc. Elle va manger 2200 calories. Il faudra qu'elle mange 240 grammes de glucides. Il faudra qu'elle mange 130 grammes de protéines et il faudra qu'elle mange 70 grammes de lipides. Ce qui me paraît tout à fait, voilà, c'est bien, hein, tu vois, comme répartition au final, hein, quand tu regardes, ils nous disent pas non plus des conneries, tu vois. Ouais. Moi, ça reste des choses que je vais pouvoir donner en moyenne en coaching, tu vois. Mais 240 grammes de glucides, sans féculents, sans céréales, ou alors, comme dans la pyramide, il y en a, mais ils disent qu'il en faut un tout petit peu. Comment tu fais pour atteindre 240 grammes de glucides sous forme de principalement légumes, fruits et en dernier un peu de glucides? Parce que je sais pas si vous imaginez, mais en gros, moi, si je vais dans mon calculateur de calories et que je vais mettre, je sais pas, en fruits, je vais mettre des pommes. Bon, tout le monde aime les pommes, voilà, en général. Je vais mettre une pomme, en général, c'est 180 grammes. Allez, on arrondit à 200 grammes la pomme, on va dire que c'est une très grosse pomme. 200 grammes la pomme, donc on est à 30 grammes de glucides. Allez, j'en mange 3 par jour. Ça fait 90 grammes de glucides. Trois Déjà, grosses pommes. 3 grosses pommes. Donc déjà, c'est pas mal, tu vois. Ça fait 90, un peu moins de 90 grammes de glucides. On est à 25, 60, 70, 75. 75 grammes de glucides. Il m'en reste 180 à trouver. Je vais essayer sans céréales, hein. Donc là, on va dire, allez, 600 grammes de pommes. Allez, on va manger 600 grammes de pommes. Hop. Il faut les bouffer quand même, hein, déjà. Non, mais 600 grammes, c'est énorme. Ensuite, bon, bah, on va manger des légumes, hein. Ok, allez, on met quoi? 300 grammes de légumes par repas, ce qui est déjà pas mal. Bon. Et on va essayer de choisir des légumes assez glucidiques. Donc des haricots verts ou des brocolis, etc. Parce qu'on a quand même... voilà. Mais pas de la salade, quoi. Non, parce que la salade, il y a pas de glucides. Donc on va prendre des haricots verts, et on va prendre 300 grammes par repas, on va dire 600 grammes de haricots verts. Allez, on va manger 600 grammes de haricots verts, on a 30 grammes de glucides. Donc là, pour l'instant, dans notre quota journalier, on arrive à 113 grammes de glucides. Il y a combien de fibres sur tes 113 grammes? Alors, je sais pas si je vais les avoir, mais là, je suis déjà à Ah, 20 grammes de fibres, 30 grammes de fibres. 26 grammes de fibres. Voilà, 30 grammes de fibres que tu soustrais à ça, quoi.
Oui, parce qu'il faut parler en glucides nets et en glucides bruts, hein, Voilà. voilà. Parce que Ah quand tu bon, veux ça, manger. on va perdre les gens sinon, mais allez, on va Bon. dire juste, Non, voilà. mais imagine, déjà, sur t'es même pas la moitié, t'as déjà 30 grammes qui sautent. Bah, oui, oui. Mais même, déjà, 30 grammes de fibres, c'est ce que recommande l'OMS. Oui. Moi, perso, je suis à 35 grammes de fibres par jour, 40 grammes de fibres par jour, plus, Il je y suis a pas plein très de bien. gens, s'ils mangent plus de 30 grammes de fibres par jour, ils explosent. Donc là, je suis à 110 grammes de glucides, hein. Et allez, on a droit à un peu de féculents. On va mettre, je sais pas, 200 grammes de riz cuit, d'accord? Je pense que c'est le max qu'ils autorisent, hein, à peu Ouais, près, c'est un hein. tout petit bol, t'as vu, dans la pyramide. Voilà, un tout petit bol. Donc là, je vais mettre riz blanc cuit. On va se dire, allez, ok, riz blanc cuit. On va mettre 200 grammes de riz blanc cuit. Allez, 200 grammes de riz blanc cuit. Là, on est à 156 grammes de glucides. 156. On est à 56 grammes de glucides en mangeant 200 grammes de riz cuit. Ah, et donc au total, t'as combien de grammes de glucides? Donc au total, je suis à 170 grammes de glucides. Et Il nous, on manque a dit qu'on encore devait aller 50. à 240. Oh purée. On continue ou? Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute peut-être encore 3 pommes et encore 600 grammes de haricots verts. Ouais. Donc en gros, il faudrait manger 6 grosses pommes énormes, 1 kilo de haricots verts, un petit bol de riz, et on n'est même pas encore à la quantité de glucides qu'il faut dans la journée. Et Donc sans en fait, parler qu'il faut soustraire les fibres. ouais, bon, ouais. Parce que là, alors attends, du coup, on va se dire 600 grammes de pommes, on va passer à 1200 grammes de pommes. Mais franchement, qui mange 1200 grammes de pommes? Bon, après, je mets pommes, mais ça peut être plein de fruits. Et qui mange 1,2 kg de fruits par jour? Ah bah, tu te transformes en canard, hein, sans déconner, hein. Non, mais en plus, le truc, c'est que c'est épluché, sans les pépins, Oui, mais ça fait même plus que ça, en fait. tu vois? Parce que, ouais, une grosse pomme, elle fait 200 grammes. Mais épluche-la, t'enlèves les pépins. Moi, je vois à peu près, tu vois, des fois en collation. Bah, regarde-moi les bananes. Tu vois, moi, je mange 250 grammes de bananes après une séance de sport, Ouais. mes crêpes et tout. Ça me fait trois grosses bananes, hein. Ouais. Et il faut déjà y aller quand même. Trois grosses bananes, c'est Là, ça y est, je oh, suis c'est un arrivée bon sport. à trouver, on arrive à nos 240 grammes de glucides. Donc, il nous faut 1,2 kg de pommes, 800 grammes de haricots verts et un petit bol de riz de 200 grammes. Voilà. Et Ouais. là, on est à nos 200 et quelques, 240 grammes de glucides qu'on avait au départ. Voilà. Si on respecte en fait ce qu'ils nous disent. Et ça, c'est pour une petite nana qui est active, qui suit les Et recommandations je de parle l'OMS. pas d'une sportive, hein, là, hein. Voilà. Donc, Que là, imagine. si je parle d'une sportive, moi, par exemple, comment je fais? Et même moi, imagine, moi, je suis à 500 grammes de glucides à peu près, certains jours. Et il faut que je mange deux fois ça. Donc, 25 énormes pommes, 5 kilos d'haricots verts, et même financièrement parlant, le coût. Et bien en plus, il faut les bouffer bio, Ouais. et local et circuit court. C'est combien hein, le kilo de pommes? C'est 4-5 balles. Je crois que c'est 4 euros, ouais. Kilo de pommes bio. Donc, tu vois qu'il y a un problème. C'est beau, hein? Et tout le monde, tous les kétos, les carnis, ils étaient là en train de se toucher sur la pyramide. Ouais, quand tu l'appliques et que tu suis vraiment les recommandations, parce que c'est pareil. Oui, mais Finalement, eux, ils suivent leurs recommandations à eux de Keto Carni, alors. oui, mais regarde, les Ils n'ont protéines pas besoin restent de glucides, au final. les protéines, elles restent à 15%. C'est pareil, ils te mettent les protéines en haut de la pyramide, mais le lambda, il va venir, il va dire, il a dit qu'on peut manger des protéines. Il sera jamais à 15-25% de ses macros. Il va bouffer de la viande en masse et il sera largement supérieur en protéines. Bon, après, moi, ce que je peux trouver positif aussi à tout ça, c'est que souvent, les femmes que j'ai en coaching, elles ne mangent pas assez de viande. Peut-être que ça va inciter les gens à manger un peu plus de viande aussi, tu vois. Que je me disais, ça c'est un Et- point positif et c'est ouais. vrai que le fait qu'il démocratise un peu la viande et la protéine, c'est peut-être pas plus mal. Non. Mais Donc, sur les faits, sur le papier, c'est compliqué. exactement.
C'est pas évident. Ouais, ouais, c'est. Bah, Non, mais voilà, t'imagines, en non, fait, mais regarde, regarde, juste un truc. T'imagines si nous, c'est notre taf, on se prend la tête comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de cohérence en fait dans leur truc. Là, qu'il y a un bug dans le système avec le en problème, enlevant c'est le que les gens féculent. ne savent pas ce que c'est que des calories, calculer un pourcentage de macronutriments. Eux, ils voient 15% de protéines. Ils vont se dire, ah ben dans l'assiette, je mets la moitié des légumes, un quart de glucides et un quart de protéines. Tu vois, ils calculent encore comme ça. Mais quand réellement tu mets les pieds dans le plat, que tu pèses et que tu mets dans un calculateur de calories et que tu mets en face de cette pyramide alimentaire quelque chose de concret, tu t'aperçois que c'est pas faisable. Ouais. Votre pyramide alimentaire, elle est jolie, hein, elle est magnifique, hein, c'est génial, hein, sur le papier, c'est génial. En pratique, ça ne marche pas. C'est ça le problème. Donc là, on est d'accord. C'est génial, on n'a plus de produits transformés, c'est génial, on n'a plus de sucre, on insiste là-dessus, on insiste sur des aliments bruts et non transformés, etc. On nous retire le pilier en fait de notre alimentation, les féculents. On a toujours mangé des pommes de terre, du pain, du riz. Je veux dire, regarde les Japonais, enlève-leur le riz, qu'est-ce qu'ils vont manger en fait? Le sucre chez eux, c'est interdit, hein. Le matin au petit-déj, c'est des petits-déj salés. Les sources de glucides qu'ils ont, c'est essentiellement du riz ou éventuellement des pâtes de blé dur ou des trucs comme ça. Mais ils mangent quasiment jamais de trucs sucrés, hein. Oui, ils Donc vont tu peux manger pas. des prunes séchées, des prunes au sirop, des trucs comme ça, là. Ouais, mais c'est des trucs qui n'ont pas le goût sucré en Ouais, fait. c'est très occasionnel. Voilà, c'est vraiment pour une fête ou un machin. Mais tu verras jamais des Japonais au petit-déj manger des céréales sucrées ou des fruits, tu vois. Mm. C'est pas du tout dans leur culture. Et d'ailleurs, ils le disent souvent que ils ont pas beaucoup de problèmes de poids parce que essentiellement, ils mangent des trucs salés et ils mangent des portions de glucides régulièrement dans la journée, mais des petites portions, tu vois. Mm, mm, mm. Et alors, Moi, c'est pour ça qu'aussi c'est pas cohérent, parce que si je me dis si vraiment c'était les féculents, le diable et les céréales, pourquoi justement bah, les populations qui en mangent le plus seraient pas obèses dans ces cas-là. bah ouais, c'est pareil, tu vois, je prends l'exemple de l'Italie. L'Italie, excuse-moi, hein. Bah, moi, je vois comment mangent les Italiens. Oh, j'ai des Italiens en voisin, je vois comment ils mangent tous les jours. Je veux dire, elle est pas obèse, hein. Ils Voilà. sont à 12% d'obésité en Italie. C'est pas énorme, hein. Et c'est des gnocchis, des pâtes. Ils mangent énormément de féculents, en fait. Ouais, ouais. Enfin bref, après, ils vont te dire que bah oui, mais c'est génétique, les Asiatiques, ils arrivent à avoir plus d'amylase, etc. Bref. Donc, on voit quand même que c'est pas cohérent, enfin qu'il y a plein d'incohérences par rapport à ce qu'on vient de mettre en pratique, et que sur le terrain, en enlevant les féculents, c'est le plus gros, en fait, pour nous, facteur limitant. Tout de suite, dès qu'on a vu la pyramide, on s'est dit, oh purée, ça sent pas bon. Et donc, par rapport à ça, est-ce que toi, tu crois franchement que, avec les limites qu'on a évoquées, est-ce que tu crois vraiment que faire une pyramide, c'est quelque chose de pertinent? Je veux dire, quand le monde est aussi complexe, une pyramide simple comme ils l'ont sorti, c'est confortable. Mais est-ce que c'est vraiment utile de sortir ça? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrête avec ces conneries de pyramide? Bon, moi, de manière générale, je pense que je suis plutôt contre. Parce que les gens, en fait, ils savent pas suivre une pyramide. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et puis c'est toujours pareil, ils vont mettre quoi dans leur assiette? Ils vont dire, ah ben en priorité c'est les féculents. Donc je vais me retrouver avec des gens qui vont manger que des pâtes à midi ou le soir, tu vois? Par exemple, dans l'ancienne pyramide alimentaire, je te le dis, hein. Donc pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent parce que ça n'apprend pas en fait forcément aux gens à faire une assiette complète, à être individualisés aussi, parce que on n'est pas tous identiques. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs, ils vont pas pouvoir manger beaucoup de fibres, il va falloir adapter l'assiette. Une pyramide alimentaire, pour moi, c'est dire bah, tout le monde doit manger pareil. Bah moi, je suis pas d'accord parce que comme vous le savez, je fais beaucoup d'individualisation et pour moi, c'est hyper important d'être à l'écoute, de regarder comment chaque aliment fonctionne chez chaque personne. T'as des gens, ils supporteront pas le riz,
T'as des gens, ils vont pas supporter les produits laitiers, le blé, donc il va falloir trouver d'autres alternatives. Et malgré tout, pour moi, ce qui devrait être à la base de la pyramide, enfin, ce qu'on devrait apprendre aux gens, c'est calculer leurs calories, leurs macros, et de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et comment leur corps évolue et de savoir faire les changements quand il y a besoin. Ce que je mets en fait moi en pratique avec mes élèves. C'est-à-dire que moi, mes élèves, quand ils arrivent, je ne sais pas du tout comment leur corps va fonctionner. Et on fait des essais-erreurs, on fait des tests, on essaye des assiettes, on essaye plus de lipides, un peu moins de lipides, plus de glucides, on essaye moins de fibres pour ceux qui ont des problèmes de digestion et de ballonnement, on essaye certains types de fibres, les fibres solubles, les fibres insolubles, on essaye certains types de protéines animales, les protéines grasses, les protéines maigres. Il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas les graisses saturées. Euh, En fait, tu peux pas dire à tout le monde, bon ben voilà, c'est ça qu'il faut manger et pomper l'up. Pour moi, il Non, mais faut. justement, après, t'as un biais cognitif, t'as un biais de confirmation. Tout le monde n'a pas pour vocation de se former à la nutrition. Tu te rends pas compte du niveau des gens. Je veux dire, va au supermarché, on y était encore ce matin, tu vois bien qu'ils sont à béliner de savoir ce que c'est un glucide, un lipide, une protéine, et ils veulent pas apprendre. Tu vois? Ouais, mais Toi, alors tu dans ces as le biais de cas-là, confirmation de ton boulot. oui, non, mais je suis d'accord. Mais alors dans ces cas-là, il y a une pyramide alimentaire. Est-ce que les gens la suivent réellement? Non, mais là, regarde. Euh, Tu dis oui, il faut individualiser, machin. Mais c'est justement ce que fait la pyramide. Il te donne une pyramide et en gros, tu pioches un peu pour faire ta sauce. Oui. Tu vois? Donc, pour moi, c'est bien. Il faut pas oublier que c'est un truc qui est politique, qui s'adresse au grand public. Donc, dans le grand public, il y a l'idiot du village et il y a l'ingénieur polytechnicien. C'est ça le grand public. Donc il faut que l'idiot du village il puisse se dire oh tiens, c'est bon de manger ça, ok, comme ça qu'on mange bien. Voilà. Et le polytechnicien puisse ici aussi y trouver sa sauce. Donc pour moi, je trouve que la pyramide, c'est facile, c'est basique, ça parle à tout le monde. Euh, je trouve Oui, que c'est sûr que c'est déjà mieux que rien de oui. montrer en fait une base, une pyramide. Mais de manière générale, moi je trouve que c'est pas assez individualisé. Alors moi c'est sûr que je vais aller peut-être plus loin, pousser plus loin. Mais je me rends compte aussi que les gens qui mangent n'importe quoi, ils ne s'intéressent pas à la pyramide alimentaire. Ouais, tu veux dire qu'en fait, Bah, même si tu leur mettais une pyramide alimentaire sous le nez, ils continueraient à manger leurs trucs industriels. non, non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la pyramide alimentaire qu'il y avait avant, Oui. finalement, elle était bien. Bah oui, Ça fait 40 piges qu'elle est là, qu'elle existe, oui. Mais est-ce que les gens la suivaient? Bah non. Et d'ailleurs, il y a un fait qui est très rigolo, c'est que globalement, elle est quasiment suivie dans le monde entier. Au Japon, il y a 4% d'obésité. En Italie, il y a 12%. Au Danemark, il y a 14%, tu vois. Et aux États-Unis ou au Qatar, on est à plus de 40%. Oui, Alors que alors on a tous la même pyramide. Mais ouais. On voit que le problème, il est multifactoriel et il vient pas de la Oui. pyramide. Oui. C'est pas une pyramide qui va changer le mode alimentaire de certaines personnes qui ont été habituées à manger soit de la merde, soit des trucs sains. C'est comme ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ça dépend de plein de choses. C'est multifactoriel, ça Et dépend au de lieu l'accès. de mettre une pyramide alimentaire, pour moi, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est matraquer les gens et leur dire que la malbouffe, c'est de la merde, c'est tout. Oui, l'enlever ou Si les gens ou la mangeaient taxer. déjà juste brut et non transformé, je pense que déjà on sortirait la tête de l'eau de pas mal de trucs. Parce que le truc, c'est que les aliments bruts et non transformés, honnêtement, au bout d'un moment, tu peux pas en manger des quantités astronomiques. Le corps, à un moment, il bloque. Que avec les aliments industriels, il y a un effet palatable qui est pas normal pour le cerveau et tu peux en manger en quantité, tu t'arrêtes jamais. Un paquet de chips, je sais pas combien c'est de calories, 800 cales.
moi, je te mets au défi de manger 800 cales de haricots verts, de viande blanche, de fruits et de légumes, hein. Et Regarde, c'est le problème qu'on a tout le temps avec nos clients. tu vas être Oui, calé. Ah oui, j'arrive très facilement à manger une tablette de chocolat ou un paquet de gâteaux, mais je suis incapable de manger une assiette saine de 600 cales, c'est avec ça. protéines, lipides, glucides, légumes, féculents, quoi. On se retrouve avec des gens euh, qui, face à une alimentation non transformée, n'arrivent pas à manger la quantité qu'ils devraient manger. Mhm. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude de manger des aliments non transformés. Et en fait, au final, on s'en fout de la pyramide alimentaire. C'est juste dégagez-moi tous les produits transformés et il n'y aura plus d'obésité, en fait. Mais regarde, tu vois, là, on est en plein dedans. On a fait rentrer une session de coaching. On est d'accord? Donc là, on est en plein dedans, on est début janvier, ça fait à peu près 2 semaines qu'on a commencé, un peu moins, avec ces nouvelles clientes. Euh, donc c'est des gens qui connaissent les recommandations officielles, théoriques, donc savent à quoi ressemble une pyramide alimentaire, l'ont vu à l'école, entendent les recommandations, manger, bouger, blablabla. C'est des gens qui vivent dans un pays où il y a un grand accès à des aliments bruts et non transformés, qui est la France. C'est des gens qui te suivent sur les réseaux depuis un bout de temps, donc qui potentiellement sont un peu plus informés que la moyenne et ont une connaissance plus large que la moyenne. Et malgré tout ça, j'ai peut-être oublié des points, mais malgré tout ça, c'est des gens qui ne pratiquent pas les recommandations officielles du sport que l'OMS préconise. Pour la plupart, hein, je généralise. Savoir, pour les adultes, pratiquer l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, comme par exemple de la marche rapide. Donc, c'est pas de la marche, je vais me promener à Carrefour ou je vais faire les boutiques. Oui, tu es C'est en 30 zone 2. c'est 30 minutes de marche rapide, donc c'est-à-dire que vous êtes en zone 2. Voilà. Donc, basse intensité, vous n'êtes pas essoufflé, mais vous faites un effort. 30 minutes par jour. Et faire au moins 2 par semaine d'activité de renforcement musculaire, d'assouplissement et ou d'équilibre. Concernant la sédentarité, il est recommandé de réduire le temps total quotidien passé assis et de se lever et de marcher quelques minutes au moins tous les 2 heures. Voilà. Ça, c'est les recommandations officielles du terme de mouvement. Qui fait ça? Moi, c'est mon travail, je suis coach sportif. Les gens que je reçois en coaching, j'ai personne qui me fait 30 minutes de zone 2, qui va marcher 30 minutes en marche rapide sur son tapis, par exemple, tous les jours ou sur son vélo. Qui le fait tous les jours, j'ai personne. Voilà, ça met peut-être, allez, une fois par an, j'en ai une. Et ça, c'est juste pour maintenir un corps en bonne santé. On n'est même pas dans de la construction Ah oui, musculaire, oui, oui. Non, ou, mais c'est clair. dans de la perte de poids ou machin. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire au quotidien pour être bien en forme et en santé, hein. Voilà. Les femmes que j'ai, la plupart du temps, en coaching, soit sur JMS ou en présentiel ou quoi, hein, quand je commence un coaching, j'ai des femmes, elles sont pas capables de d'enchaîner une dizaine de squats au poids du corps. Alors, y a pas aucun jugement de ma part, ni quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui fait du Natation. renforcement musculaire 2 fois par semaine depuis toujours parce que c'est les recommandations officielles, il est largement capable d'enchaîner une cinquantaine de squats au poids du corps. Donc personne n'applique les recommandations officielles sur la sédentarité et l'activité physique. Qui mange 2200 calories de femmes actives, d'aliments 90-80% sains? C'est très rare. Les gens, ils sont Mais sous-alimentés ou surtout les femmes, elles mangent trop peu ou ils mangent plein de cochonneries. Donc personne n'applique les recommandations. Et on est en France. t'imagines que moi, là, je discute avec des femmes qui sont sportives, qui font de la muscu et des trucs comme ça, et qui mangent entre 1005 et 1008. Ça va pas, en fait. Ouais, donc les gens mangent trop ou trop peu, mangent mal, enfin bref, ils ne suivent pas les recommandations. Et le vrai problème, c'est pas de se dire est-ce que Trump, RFK, ils ont raison avec la pyramide, tout ça.
pour moi, honnêtement, c'est de la branlette pour intellectuel. Si vous prenez la tête avec ça, c'est que bah, vous n'avez pas encore compris l'essentiel de la santé de la nutrition. Euh, et si vous voulez savoir à peu près quoi faire, bah, c'est con, hein. Mais bah, appliquez les recommandations officielles. Au final, ce sera déjà énorme et ce sera déjà un gros effort et ça vous apportera déjà une grosse partie des résultats. Et après, oui, pourquoi pas passer à l'individualisation, calculer les macros, etc., etc., mettre plus de précision, apprenez comment votre corps il fonctionne. Mais déjà, rien que sur le mouvement et sur la qualité et la quantité, bah, en suivant ça, vous avez déjà fait une énorme partie du travail. Et honnêtement, en coaching, c'est extrêmement rare que j'ai des gens euh, qui fassent juste déjà ça. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de femmes qui mangent trop peu, qui bougent trop peu et qui dépérissent en fait, qui deviennent toutes molles, flasques et qui essayent tant bien que mal de continuer à perdre du poids sur un corps qui est déjà complètement épuisé, qui ne mange déjà pas assez, qui ne fait pas de sport, qui n'a pas de construit de masse musculaire. En fait, c'est voir le problème à l'envers. C'est autre chose qu'il faut faire à ce moment-là. C'est pas continuer à essayer de perdre du poids, c'est remonter son métabolisme. Je vous le dis tout le temps, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, etc. Voyez toujours les choses à la hausse. Trop de femmes voient les choses à la baisse, toujours manger moins, toujours en faire moins, manger moins. Ça va pas. Au bout d'un moment, ça marche plus. Voilà, le corps, il se met en mode blocage, il se met en mode survie. Voilà, c'est le corps, il fonctionne comme ça. Après, c'est une montée de stress, de cortisol. Et on fait la rétention d'eau et le corps est bloqué totalement et la perte de poids, elle est bloquée également. Et la masse musculaire ne fait que fondre, ce qui fait que votre métabolisme ne fait que descendre tout le temps. Donc voyez les choses toujours à la hausse, mangez plus, bougez plus, construisez plus de masse musculaire et vous pourrez toujours manger plus. Je suis l'exemple en fait. Je suis l'exemple de la personne qui, il y a plus de 10 ans, mangeait 1700, 1800 cales et qui était toujours en train d'essayer de perdre du poids, à aujourd'hui où j'arrive à des 3000, 3003 et je fais toujours plus et en fait j'ai envie de faire plus. Parce que le problème c'est quand on mange pas beaucoup, le corps s'économise, on n'a plus envie de faire de sport, on n'a plus envie de marcher, la seule chose qu'on a envie c'est d'être au lit. Là j'en avais une, c'était son cas, hein. Me dit mais en fait j'arrive à rien faire. Je dis mais c'est normal avec le peu de calories que tu manges, qu'est-ce que tu veux bouger? Donc elle est assise toute la journée, donc elle fait pas du tout travailler sa masse musculaire, son corps de manière générale, elle est en train de rouiller. Ça va pas, ça va pas. C'est Donc là trop c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, nous, notre Instagram, il dégueule de messages privés de nanas qui se sous-alimentent et qui sont même suivies par des coachs. Ah, mon oui. coach m'a mis à 1002, mon coach m'a mis à 1003, etc. Pour rappel, c'est les besoins caloriques d'un enfant de 3 ans. Euh, et là aussi, c'est un problème parce qu'elles ne suivent pas les recommandations officielles non plus. Les recommandations officielles ne vous disent pas manger 1200 calories, ça n'existe pas. Si, pour un enfant de 3 ans. Mais vous tapez recommandation officielle femme active qui suit les directives de l'OMS, c'est 2200 calories. Voilà. Ouais, mais là, en fait, c'est des personnes qui sont suivies par des coachs sportifs, souvent, ou des diététiciennes ou des trucs comme ça, qui ont en fait les plans alimentaires de sèche des nanas qui vont monter sur scène en compétition la dernière semaine de compétition. Ouais, c'est clair. Alors qu'elles ont construit une masse musculaire de fou pendant des années et qu'elles se mettent dans des états pas possibles au niveau hormonal pour pouvoir faire une compétition et monter sur scène. Je le sais parce que j'ai voulu faire des compétitions et je sais comment ça se passe. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé finalement d'en faire parce que c'est trop compliqué et que mon corps va péter en vol et je le sais, je tiendrai pas. Donc en fait, de où une Janine lambda, on va la mettre à si peu de calories alors qu'elle a jamais construit sa masse musculaire et qu'on lui dit de sécher en fait. Mais on lui dit de sécher quoi? On lui dit de perdre quoi? Là, à part perdre sa masse musculaire, elle va faire que devenir de plus en plus fat. Et parce que le problème aussi, c'est que vous ne pouvez pas tenir sur des calories aussi basses. Donc à un moment donné, votre corps, il reprendra le dessus, vous allez reprendre tous les kilos et vous allez repartir après sur un régime parce que vous avez pris des kilos. Parce que les kilos que vous reprenez que du gras. Et tous les kilos en partie que vous avez perdu essentiellement de la masse musculaire. Donc vous avez perdu du métabolisme élevé. Donc en fait, vous ne faites que de prolonger votre problème.
en faisant ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut stopper tout ça. Faut remonter les calories, quitte à reprendre du poids, hein, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est pas grave, voilà, bah, t'as fait de la merde pendant des années, maintenant il va falloir que ton corps, on le requinque en fait. On va lui redonner des calories, on va lui redonner de l'énergie pour que tu bouges et que tu perdes ton gras en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, pour perdre du gras, il faut de l'énergie. Si on n'apporte pas d'énergie, le corps ne perdra pas de gras, au contraire, il va le garder. Il vous fera chier. Mais nous, avec notre mental, on pense que on va avoir le dessus, mais je vous le dis direct, vous ne gagnerez jamais avec un corps qui veut juste vous sauver la vie, hein. Ça marche pas, hein. Donc, conclusion, par rapport à toute cette pyramide et tout ça, euh, moi, je serais d'avis de parler du régime méditerranéen. Voilà. Vous voulez, en termes de pyramide, vous voulez suivre quelque chose qui tient la route, qui a fait ses preuves, qui génétiquement parlant ressemble à vos ancêtres, suivez le régime méditerranéen au final. Suivez les recommandations officielles qui sont quand même pas mal basées sur le régime méditerranéen en termes de calories, de macros, en termes d'activité physique. Faites déjà ça, c'est déjà génial. Et une fois que vous êtes capable de faire ça, pensez peut-être à la personnalisation et à commencer à vous écouter, vous dire, bah tiens, ou en chemin, hein, déjà, si vous êtes en chemin de mettre en place tout ça, vous pouvez déjà mettre les pieds dans la personnalisation, et puis les macros, et apprenez à vous connaître, etc. Parce que comme on vous le dit tout le temps, vous ne pouvez pas avoir des résultats précis si vous faites les choses au hasard. Voilà. Bah, dites-nous hein, en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle pyramide et vous, peut-être, en fait, comment vous appliquez tout ça et comment vous sentez. Est-ce que vous calculez vos calories? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que vous êtes plutôt régime méditerranéen, plutôt le nouveau régime un peu keto carni ou plutôt le régime avec une base de produits céréaliers voilà. Dites-nous un peu en commentaire, ça nous intéresse. Allez, ciao tout le monde!